pour regarder les personnes. Parfait. Ah ben, regardons ça. Bonsoir tout le monde. Je vous demanderai s'il vous plaît de prendre place. On va commencer dans une minute ou deux. Les joies de l'informatique. On a eu quelques petits problèmes qui seront peut-être réglés un peu plus tard. Alors, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle François Pajot et j'aurai le plaisir et l'honneur d'être le présentateur ce soir. On a beaucoup de gens qui ont des choses à vous dire et on a une conférence fort intéressante qui s'en vient. Alors que vous ayez gagné ou perdu vos élections, c'est fini. C'est déjà une première chose de faite. Alors, j'aimerais tout d'abord, avant de commencer, vous dire que l'Université de l'Alberta reconnaît respectueusement qu'elle est située sur les terres du Traité 6, territoire traditionnel des Premières Nations et du peuple métis, Traité 6 qui, en fait, touche le milieu de l'Alberta ainsi que le milieu de la Saskatchewan. Alors, nous sommes ensemble de ce côté-là, les deux provinces. En plus d'être deux provinces conservatrices. Alors, bienvenue au lancement officiel de l'Institut Marcel et Louis Desrochers pour le patrimoine et les recherches transdisciplinaires en francophonie canadienne et internationale, ou plus simplement IMELDA. Alors, on m'a demandé de vous dire que vous allez être filmé ce soir et que c'est disponible en ligne en ce moment. Alors, si vous voulez vous passer un coup de pain, alors, le déroulement ce soir, ce sera quand même assez simple. Dans un premier temps, on aura une allocution du doyen du campus Saint-Jean, Éric Moquet. Ce sera suivi d'une allocution de Pierre Desrochers, président du comité consultatif communautaire. Et ensuite, une allocution de la directrice d'IMELDA, Srivata Ravi. Et par la suite, ce sera la conférence d'ouverture donnée par Jack Jedwab, qui est président de l'Association d'études canadiennes.
Et on aura la chance par la suite d'avoir une performance de la chorale Saint-Jean qui aura lieu dans la salle historique. Donc, quand le moment sera venu, ne vous inquiétez pas, je serai là, je vous dirai quand et où. Et vous passez par là pour aller voir cette performance qui sera elle-même suivie par ce qu'on appelle dans le jargon un cocktail dînatoire, donc un lunch. Alors, sans plus tarder, j'aimerais demander au doyen du campus Saint-Jean de se joindre à moi pour faire une allocution qui portera sans doute sur Imelda. Alors, merci. Alors, une allocution, c'est un bien grand mot. Je vais vous dire quelques mots, cela dit. Quelques mots ayant trait à cette chose assez mystérieuse, donc Imelda. Évidemment, quand on pense à Imelda, on pense à des paires de chaussures, en grand nombre. On pense également à... dernièrement, j'ai appris ça, et puis Philata et moi l'avons parlé, d'un orage tropical qui a déversé d'abondantes pluies sur des parties des États-Unis, qui s'appelait Imelda. Alors, comme m'a dit immédiatement Philata, elle a dit, mais c'est une bonne chose, c'est de bon augure tout cela. Alors, ces plaisanteries au sujet d'Imelda ne doivent pas nous faire oublier ce que Imelda signifie. Évidemment, vous l'avez ici, et François vient de l'indiquer. Il s'agit donc de l'Institut Marcel et Louis Desrochers pour le patrimoine et les recherches transdisciplinaires en francophonie canadienne et internationale. Alors, c'est un bien long titre, et donc il a été décidé de lui donner cet anagramme qui d'abord est féminin, ce qui est une excellente chose, et puis ensuite nous permet vraiment de nous le rappeler, parce que même si on pense à des chaussures de Madame Marcos, on pense aussi ici maintenant à cet institut. Alors, je voudrais reconnaître d'abord que nous avons avec nous, ça a été mentionné tout à l'heure par François, Pierre Desrochers, qui est donc le fils de Marcel et Louis Desrochers, et sa sœur Marie, et les deux filles, si j'ai bien compris, de Pierre, qui sont ici aussi ce soir. Et donc la famille Desrochers est bien représentée, et je veux dire que je suis absolument ravi que vous soyez ici pour l'inauguration, le lancement de ce nouvel institut. Alors comment penser à cet institut, à Imelda, comment a-t-il vu le jour? Eh bien, il a vu le jour, en fin de compte, lorsque nous avons commencé il y a quelque temps, il y a plus de 2 ans, une réflexion sur l'inter- et la transdisciplinarité, et où Philata Ravi a pensé au terme de trans-francophonie. Et cette réflexion que nous avons entamée était quelque chose que j'ai trouvé personnellement particulièrement intéressant, parce qu'elle a rassemblé vraiment, c'est le plus important rassemblement en dehors des réunions du conseil académique de la faculté Saint-Jean, des professeurs de toutes les origines, de tous les bords, et qui sont venus discuter de cette idée de qu'est-ce que l'on peut appeler transfrancophonie. Et l'idée, bien entendu, était à l'époque de proposer à l'université, qui était en train de développer des signatures, c'est-à-dire des projets que l'université avait décidé devait la différencier en quelque sorte d'autres universités au Canada, et donc de présenter cette idée de transfrancophonie avec tous les aspects que cela pouvait entraîner, d'études canadiennes non seulement locales, non seulement nationales, mais de la place du Canada à travers le monde, et de toutes les francophonies qui existent dans le monde à l'heure actuelle, en particulier les francophonies en milieu minoritaire, comme on sait qu'elles existent non seulement au Canada, mais ailleurs dans d'autres parties du monde. Bien, l'université, dans son infinie sagesse, a décidé de ne pas reconnaître transfrancophonie comme étant une signature area, et a reconnu un certain nombre d'autres choses qui, selon moi, ressemblent beaucoup à ce qui se fait dans d'autres universités et ne différencie pas nécessairement beaucoup
l'Université de l'Alberta par rapport à d'autres, par exemple ce qui a trait à l'énergie. Nous sommes loin d'être les seuls, par exemple. Alors, je continue à penser que l'idée que Srilata avait présentée de transfrancophonie était quelque chose de tout à fait remarquable, qui nous permettait énormément d'idées, de possibilités, de liens, de liaisons avec le monde entier. Et donc, c'était au départ cette idée-là qui a germé et qui a continué. L'autre aspect des choses qui était important était que nous avions à l'époque deux instituts, l'Institut d'études canadiennes, d'une part, et puis l'Institut pour le patrimoine de la francophonie de l'Ouest Canada. Ces deux instituts avaient très évidemment, selon moi, des relations, des liens importants entre eux. Il était, selon moi, essentiel qu'ils puissent créer une dynamique entre ces deux instituts. Et donc les rejoindre, les fusionner en quelque sorte, sans pour autant abandonner les mandats de chacun de ces deux instituts, était pour moi quelque chose qui était essentiel, et nous en avons parlé, Srilata et moi. Et c'est Srilata dont les idées sont vraiment excellentes qui a mis ça en vigueur. Et donc, elle a construit l'Institut qui maintenant nous connaissons tous sous le nom d'Imelda, et a fait en sorte, donc, était en fait en train de faire en sorte de dynamiser les activités des deux instituts qui existaient auparavant, en reliant les activités de ces deux instituts. Alors pour finir, je voudrais, parce que je sais que Srilata va vous en parler davantage, en espérant que je n'ai pas vendu la mèche, mais ce que je voudrais surtout, c'est je voudrais la remercier. Remercier du travail qu'elle a effectué, parce qu'elle a effectué un travail vraiment remarquable pour mettre cet institut sur pied et pour lui donner le genre d'envergure que nous avions envisagé ensemble. Donc un institut qui va pouvoir rassembler les chercheurs de tous azimuts, non seulement au campus Saint-Jean, mais au-delà, je l'espère, et puis qui va permettre aussi d'aller voir non seulement ce sont les études canadiennes au Canada, mais au-delà. Quelle est la place du Canada à travers le monde, quel est le rôle du Canada à travers le monde, et comment protéger la francophonie canadienne et internationale et la rendre vivante. Et en particulier, c'est là qu'intervient le patrimoine. Non pas un patrimoine qui va être simplement de conserver, mais aussi un patrimoine qui va être de révéler et de mettre en valeur et de donner à admirer et de donner à vivre. Donc cette vision intertransdisciplinaire en était déjà une qui existait au campus Saint-Jean. Par exemple, le groupe de recherche que dirige pour l'ambulatrice que Paul Dubé a dirigé pendant très longtemps sur les migrations. C'est quelque chose qui était déjà intertransdisciplinaire, de même que le groupe de recherche sur la santé. Nous avons maintenant un institut qui va en quelque sorte chapeauter tout cela et permettre de faire avancer cette vision. Alors merci Srilata d'avoir pris ça en main. Et puis merci à Claude Couture qui a démarré tout le processus, parce qu'il a fait un énorme travail, et une partie de son travail a été d'engager quelqu'un que je voudrais reconnaître, Urbain Dia, qui se trouve là-bas au fond. Urbain, s'il te plaît, je peux te lever. Urbain, qui est notre archiviste, et dans une minute, je voudrais que vous lui exprimiez votre reconnaissance, notre reconnaissance, parce que Urbain a fait un travail absolument remarquable au cours des années écoulées. Malheureusement, son contrat arrive à expiration à la fin de l'année 2019. Il a fait un travail remarquable pour classer davantage, pour protéger et pour commencer la numérisation des archives Saint-Jean, de manière à les rendre plus accessibles au public. Alors, merci merci à Urbain de tout le travail qui a été fait, et je vais laisser maintenant Srilata en parler sans doute un petit peu. Alors, je vais maintenant passer la parole à Maître Pierre Desrochers. J'essaierai de ne pas tout répéter ce que vous avez dit. Merci bien. Alors, Monsieur le doyen, Dr.
Jedward, qui nous parlera plus tard, distingués invités, membres du personnel. J'aimerais, au nom du Conseil consultatif, vous souhaiter la bienvenue à ce lancement officiel d'Imelda ce soir. Comme vous le savez peut-être, le comité consultatif a un mandat de servir comme lien entre la faculté et la communauté et d'agir un peu comme caisse de résonance et de soutien aux citoyens dans ces démarches avec les autorités de l'université, et du gouvernement, etc. J'aimerais prendre cette occasion pour signaler la présence de ceux du comité qui sont ici ce soir. J'ai vu Denis Loriot, Denis Pierre-Yves Moquet, comme vous l'avez raison, Paul Béatrice. Est-ce que Dulary est ici? Après, il y a plusieurs autres qui ne sont pas ici ce soir, mais qui font un travail pour le campus Saint-Jean. Alors, Imelda, comme vous l'avez entendu, vient combiner l'Institut d'études canadiennes et l'Institut du patrimoine, pour le patrimoine de l'Ouest canadien. Et les deux qui sont établis depuis quelque temps ici. Et je suis touché, ainsi que ma sœur Marie et toute la famille, qu'on a suggéré que cet institut porte le nom de Marcel et Louis Desrochers. Nous savons tous que le rôle que joue mon père pour l'établissement de la faculté et du transfert des au-delà, etc. Puis Louis était un champion de longue date de la faculté. Et je peux dire que de toutes ces causes, c'était probablement sa cause la plus chère, celle qui lui tenait la plus au cœur. Mais s'il a pu se dévouer à toutes ces causes-là, c'est vraiment parce que Marcel, notre mère, sa femme était là pour l'épauler et le supporter. Alors, que ce soit Marcel et Louis, c'est très touchant. Je dois dire que ça fait déjà 4 ans qu'ils ne sont plus avec nous. Parlant des élections, ils sont décédés juste au moment où les libéraux ont été élus la dernière fois. Je pense qu'ils auraient été un peu déçus, mais quand même contents des résultats hier soir. Alors, fallait le dire. Content de voir que cet institut facilitera la création d'équipes de recherche et créera une synergie transdisciplinaire parmi les membres du corps professoral, engendrant dans un milieu d'enseignement et d'apprentissage encore plus stimulant et des programmes de recherche encore de plus grande qualité. Imelda pourra miser sur la force du campus, qui est d'avoir un rassemblement de plusieurs disciplines au sein d'un espace rapproché. Monsieur Doyen, c'est peut-être des espaces trop rapprochés, mais souvent on a la force de nos faiblesses. J'aimerais je suis confiant que Louis et Marcel auraient approuvé de cette initiative, sachant qu'elle aidera au campus de réaliser son potentiel, de servir de modèle d'excellence dans le domaine de recherche transdisciplinaire, en se concentrant sur des questions linguistiques de minorité et dans un contexte minoritaire. J'aimerais féliciter l'équipe au campus d'avoir encouragé cette initiative et en particulier Srilata Ravi, à qui j'aimerais passer la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment ravie de vous voir si nombreux et nombreuses au lancement de l'Institut Marcel et Louis Desrochers pour le patrimoine et les recherches transdisciplinaires en francophonie canadienne et internationale. Voilà, je l'ai tout dit. Donc, Monsieur le doyen, la famille Desrochers, Monsieur Jedward, chers collègues, chers amis, bienvenue. Je remercie tout d'abord, on continue à remercier Pierre-Yves, mes collègues et les membres de la communauté consultative de m'avoir confié la tâche de renouveler et de réorienter la vision de les 2 anciens instituts et mettre les paramètres à jour au XXIe siècle. Je tiens également à remercier toutes celles et tous ceux dans l'administration qui m'ont aidé et continuent à me soutenir dans ce projet, ainsi que le Bureau des services technologiques, le Bureau des services administratifs, mes collègues membres du conseil de l'administration de l'Imelda,
Laurier Fagnon et la chorale Saint-Jean qui vont chanter ce soir après les discours. Je remercie aussi Fabienne, nouvellement recrutée comme coordinatrice de l'Imelda et dont l'enthousiasme pour ce projet apporte un souffle d'air frais. Merci. Très particulièrement, comme le doyen a fait avant moi, mes remerciements sont offerts à l'archiviste Urbain Yam, dont la passion pour la francophonie albertaine et le travail extraordinaire dans les archives ont contribué à visibiliser ce patrimoine archivistique riche que nous avons au campus. Grâce à ces efforts, il y a un nouveau site web des archives avec un lien au catalogue et ça va être accessible en ligne très bientôt. Mais le catalogue est déjà là pour votre consultation. Nous espérons qu'avec la collaboration des archives centrales de l'Université de l'Alberta et un soutien philanthropique, les archives numérisées pourraient être consultées en ligne dans quelques années. Le processus est enclenché. Dernier et loin des moindres, je tiens à remercier Daniel Juteau, Louise Dupré, Denis Loriot, Laurent Godbout, Claude Couture et François Pajot, amis et collègues qui portent la cause francophone dans leur cœur et à leur manière, qui ont toujours été là, généreux envers moi avec leur temps, leurs conseils et leurs réflexions précieuses sur ce projet. L'Imelda bâtit et consolide sur les fondements d'excellence dans les recherches francophones déjà en place depuis plus de 40 ans, tout en proposant un renouvellement de la vision originale. En fait, la vision de l'Imelda est une réitération des valeurs des francophonies canadiennes, mais à travers le prisme de la transversalité culturelle et de la transdisciplinarité académique. En d'autres mots, une francophonie qui a toujours été plurielle et toujours complexe. La réalité en Alberta est transversale, la réalité francophone, en ce sens qu'elle traverse selon un axe horizontal plusieurs dimensions qui sont en demeurant parallèles. La francophonie locale, albertaine, régionale, ouest canadien, nationale, ancien canadien français, et internationale, de par l'immigration nord-américaine et l'immigration transcontinentale. Et n'oublions pas qu'il y a pas mal de francophones albertains eux-mêmes qui sont des descendants de cette migration vers l'Est canadien entre 1880 et 1900. De franco-américains et d'européens qui sont donc eux-mêmes, dès leur origine, transversaux par rapport à ces deux dimensions. À ces différentes dimensions, on ajoute une autre depuis les années 60, celle de la francophonie croissante des anglophones, qui représente maintenant une composante essentielle de cet espace francophone canadien, et une quatrième, et très importante, celle de l'autochtonie francophone et ou bilingue. Donc, à l'Université de l'Alberta, l'Imelda se fera le miroir de cette transversalité francophone en tant que patrimoine et matrimoine transculturel et transnational. Oui, il est temps de rendre visible l'héritage que nous devons aux femmes. Ainsi, on parlera de transfrancophonie, reflétant des affiliations plurielles de la francophonie en Alberta, au Canada, en Amérique du Nord et à travers le monde, et constituant une interface dynamique entre différentes perspectives, populations et cultures. Ce lancement annonce le potentiel de l'Imelda de jouer un rôle crucial pour promouvoir la diversité, l'inclusivité et la justice sociale en facilitant les réflexions collectives, intellectuelles et affectives sur ce patrimoine et matrimoine francophone afin de mieux tenir en compte les différences au sein de cet héritage, ainsi que les transformations qui se sont opérées dans certaines valeurs au cours du temps. Nous vivons dans un monde rendu très complexe. Si les recherches universitaires se veulent dévouer au bien public, comme le souligne le plan stratégique de l'UOV, elles ont intérêt à s'afficher transdisciplinaires. L'attitude transdisciplinaire, après moi, est un choix de pensée, une conviction affirmée dans une unité qui transcende les différences et qui réunit les disciplines. Il s'agit d'une attitude militante de recherche, d'une complexité fascinante dans laquelle le chercheur n'est qu'un élément malgré la place qu'il ou elle s'y donne. Il y a à peine 2 semaines, les travaux conduits par Esther Duflo, Abhijit Banerjee et Michael Kremer leur ont valu le prix Nobel en économie pour avoir introduit une nouvelle approche expérimentale pour obtenir des réponses faibles
réponse fiable sur la meilleure façon de réduire la pauvreté dans le monde. Élaborant sur ces recherches au cours d'un entretien avec France Inter, la jeune lauréate américaine, Esther Duflo, d'origine française, professeure à MIT en économie et parmi les plus grandes spécialistes de cette discipline de notre temps, a avoué avec une modestie peu reconnue dans le monde universitaire que c'était la prise de conscience des limites de sa propre discipline qui l'avait amené à explorer d'autres pistes, ce qui a éventuellement abouti à produire les recherches originales qui lui ont valu le prix Nobel. Ainsi, le transdisciplinaire se caractérise par son acceptation de la complexité inhérente du monde, par son orientation vers ce qu'on appelle en anglais wicked problems, des méchants problèmes, voire les questions sociales complexes qui transcendent les frontières disciplinaires et structurelles et qui peuvent s'accompagner parfois d'informations difficiles à interpréter, qui font appel à une multitude de décideurs et qui font intervenir souvent des valeurs contradictoires. Aller au-delà des limites imposées par des disciplines, des structures, des conventions n'est plus une option. Cela va devenir une obligation dans l'avenir proche. J'avoue que les barrières sont nombreuses, mais elles ne sont pas insurmontables. Toutefois, un institut de recherche ne peut trouver un meilleur ancrage qu'est le campus Saint-Jean pour faire la promotion des recherches transdisciplinaires. De par sa structure, notre unité académique intègre une variété de disciplines en art, en sciences sociales, en sciences de l'éducation, en sciences du art. La mission de l'IMELDA est de fournir une plateforme sécuritaire pour faciliter de telles recherches fondées sur les dialogues parfois conflictuels et qui impliquent inévitablement la prise de risque. Faire rayonner les complexités de notre écosystème francophone, voire nos transfrancophonies, par le biais de dialogues, d'échanges et de discussions avec toutes les parties prenantes en vue de production de savoirs socialement responsables, voilà comment nous définirions le mandat de l'IMELDA. Un mandat qui reflète le cosmopolitisme et le sens aigu du dévouement à la communauté de Marcel et Louis Desrochers. Nous n'aurions pas pu trouver un conférencier aussi parfaitement qualifié que Dr. Jack Jedwab, grand spécialiste des questions démographiques, linguistiques relatives à l'immigration, pour valider cette vision. Donc, je suis personnellement reconnaissante à Jack. Il est venu ce matin, il repart ce soir à minuit, et il va aussi, parce qu'il est ici au lancement, rater un match de Raptors. Moi, je suis une fan, je comprends son sacrifice. Donc, Dr. Jack Jedwab est président de l'Association d'études canadiennes et de l'Institut canadien pour les identités et l'immigration. Il dirige depuis 1998. Il est aussi président du Congrès national Métropolis sur l'immigration et l'intégration et coprésident du Métropolis Amérique du Nord. C'est le fondateur et rédacteur en chef de la publication Diversité canadienne. Il collabore régulièrement aux pages d'opinion de plusieurs journaux, notamment le Montréal Gazette et l'Ottawa Citizen. Titulaire d'un doctorat en histoire canadienne de l'Université Concordia, Dr. Jedwab a aussi enseigné à l'Université McGill, au département de sociologie, des sciences politiques et à l'Institut d'études canadiennes de McGill de 1983 à 2008. Il a également enseigné au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Donc je vous invite tous et toutes à accueillir parmi nous Dr. Jack Jedwab pour prononcer la conférence d'ouverture. Merci de m'avoir invité. C'est un très grand plaisir d'être ici parmi vous. Ce matin, j'ai commencé en territoire rouge du Canada. Je me retrouve ce soir en territoire bleu.
Pas ici. Non, je parle de l'Alberta. Sûrement, c'est pas ici. Ça, j'ai bien compris. Alors, Monsieur le doyen Paquet, maître Desrochers, professeur Ami, chers amis, c'est un honneur et un privilège d'être ici pour prononcer un discours pour l'ouverture de l'Institut Marcel et Louis Desrochers pour le patrimoine et les recherches transdisciplinaires en francophonie canadienne et internationale. Le lancement de l'Institut tombe à point, c'est sûr. D'abord, c'est le jour après nos élections fédérales et il y a pas mal de recherches transdisciplinaires à faire par rapport aux résultats, c'est clair. Deuxièmement, et plus particulièrement, cette année, c'est l'anniversaire de l'Acte des langues officielles, le 50e anniversaire de l'Acte des langues officielles, qui fait que la création de Imelda tombe parfaitement en ligne avec ce grand anniversaire que nous sommes en train de commémorer. Certains le commémorent, certains ne le commémorent pas, mais espérons que la majorité des personnes font la commémoration. C'est à noter aussi que le père fondateur de l'Acte des langues officielles, se nommait Trudeau, c'était aussi le père fondateur de l'Acte de politique multiculturelle du Canada qu'on va commémorer ici en 2 ans, c'est-à-dire en 2021. Alors c'est le père de l'Acte des langues officielles, le père de la politique multiculturelle et le père de l'actuel premier ministre du Canada, Justin. Ils ont quelque chose en commun, j'ai constaté en lisant les journaux aujourd'hui ici en Alberta, père et fils. Ils sont pas mal impopulaires auprès de nombreux Albertains. Ceci dit, pas ici, si j'ai bien compris. Alors, mais revenons aux années 60. Je vais faire un bref résumé des années 60, bref rappel des années 60. J'étais très jeune aux années 60, mais j'ai quelques souvenirs de mon enfance et plus largement de ce que j'ai lu dans nos livres d'histoire. Les années 60 étaient surtout marquées, certains d'entre vous vont le savoir, par l'établissement de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. À l'époque, cette commission était mandatée pour examiner l'état des relations entre les deux peuples, on disait à l'époque, les 2 races fondateurs ou fondatrices. Ultimement, heureusement, ce concept a évolué vers l'idée de 2 peuples fondateurs, les Canadiens anglais, ou ce qu'on appelait à l'époque les British, les Britanniques. Ils ne voulaient pas se séparer, by the way, à l'époque, les British du Canada. Comme d'ailleurs aujourd'hui, les British font le exit Brexit. Ici en Alberta, j'ai entendu parler de Wexit aujourd'hui. Mais, et les Canadiens français. Et on disait à l'époque, les 2 coprésidents, André Laurando et Davidson Duncan, qui étaient les coprésidents de cette commission royale d'enquête, de commission B et B, on disait que c'était un état de crise, c'est-à-dire les relations entre Canadiens anglais et Canadiens français étaient un grand état de crise. Et il fallait trouver des solutions pour harmoniser et réconcilier ces 2 grands peuples qui coexistaient et qui ont contribué à bâtir le Canada. On n'a pas parlé beaucoup à cette époque des peuples indigènes. Malheureusement, on a oublié les peuples indigènes quasiment à cette époque en termes de leur présence. On va revenir là-dessus. À cette époque, on pensait plutôt des peuples en termes singuliers. C'est-à-dire les identités étaient aux singulières et non pas aux multiples, telles qu'on discute ou on aborde aujourd'hui quand on examine les questions identitaires. Mais à l'époque, c'était une dichotomie. Canadien-français, Canadien-anglais. Et il y avait des raccourcis, des amalgames qu'on faisait. C'est-à-dire, Canadien-français, c'était catholique. Canadien-anglais ou britannique, c'était protestant. C'est un peu ça, les associations, amalgames, généralisations qui les accompagnaient à l'époque. C'était un problème, les Irlandais constituaient un certain problème, parce que ça ne tombait pas dans cette dichotomie, au moins pas parfaitement. Les Irlandais, c'était comme des catholiques protestantes à la limite s'ils étaient au Québec. Et justement, en ce qui concerne les immigrants, des personnes comme d'ailleurs mon épouse, qui venait du Maroc, qui est juif francophone, ça ne tombait pas bien dans les dichotomies. Alors quand elle venait, comme on associait à l'époque
des personnes qui parlaient le français, qui étaient ni catholiques ni protestantes, avec les protestantes. À l'époque, quand moi j'ai grandi à Montréal, en termes du système scolaire, les Juifs étaient considérés pour faire éducatif comme les protestants, qui faisait que le matin, quand j'étais à l'école, on a tous appris les cantiques, on a appris comme en anglais, Jésus m'aime, Jesus loves me, ça on le savait, parce que la Bible nous le disait. Je fais une traduction de cette cantique, right? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Je suis revenu à la maison, c'était une école protestante, 90% des étudiants étaient juifs. Je revenais à la maison, ma mère disait, Jack, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? En yiddish, elle m'a parlé, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? J'ai appris que Jesus loves me. Alors, mais et on disait que c'était moins compliqué à cette époque. C'était moins complexe. On savait qui était qui là. On reconnaît les Britanniques, on a reconnu les Canadiens français. Et les gens, c'était des personnes comme ma femme. C'était style, on a appelé, comme elle parlait le français, un juif qui parle le français, c'était un juif catholique. Un juif catholique. C'est un peu ils sont en rigolant, c'est la réalité. C'est la réalité. On entend ça, pas mal des gens issus de cette communauté safarade qui étaient considérés dans les années 70. Comme ils ne tombaient pas dans cette dichotomie anglais égal protestante, français égal catholique, là on ne savait pas où les situer. Alors on a trouvé une façon de les situer. Alors, identifier le soi-disant autre était plus facile à cette époque. Et le travail de Statistique Canada, moins complexe. Pour Statistique Canada, les questions de recensement portant respectivement sur l'origine ethnique et sur les questions linguistiques, les répondants étaient limités à une boîte à cocher. Moins compliqué. Il n'y a pas comme aujourd'hui, origine ethnique, on nous encourage à cocher jusqu'à 4 réponses. Là, non, ça c'est compliqué. C'est compliqué. Aujourd'hui, c'est bien plus compliqué que ça a été aux années 60. Parce qu'il y avait ni origine multiple, ni mixité au moins. Il y avait mixité naturellement, mais on n'a pas reconnu cette mixité. Bon, dans un moindre mesure. À l'époque, mixité, c'était dilué. C'était une dilution, c'était à vous diminuer, et non pas à vous enrichir. Je ne veux pas généraliser, je fais une observation pour cette époque des années 60. Aujourd'hui, c'est tout à fait, heureusement, c'est tout à fait le contraire. Mais à l'époque, c'était moins bien perçu, cette mixité. Notre interaction, ou les interactions de mes parents d'autres, avec la diversité, sans parler des minorités visibles ou des minorités religieuses, était très limitée comme interaction. Spotter à l'extérieur des grandes villes, spotter les chances de voir ou de spotter le Sasquatch était à peu près similaire à la chance de voir quelqu'un issu des minorités visibles. C'est-à-dire, si vous habitez, admettons, chez Koutimi, vous avez probablement une meilleure chance de spotter le Sasquatch, le Bigfoot, comme on dit en anglais, que de trouver quelqu'un issu des minorités visibles. Et même aujourd'hui, j'ai regardé récemment le recensement, à l'extérieur de la région métropolitaine de Montréal, la population issue des minorités visibles est 1,9%. C'est-à-dire dans le ROC, Rest of Quebec, ce qu'on les anglophones l'appellent. Le reste du Québec. Sont très peu présentes, les gens issus des minorités visibles. Mais à l'époque, on disait, si vous voulez vivre la diversité, il fallait aller à Expo 67. C'était ça la solution. Je suis curieux, je veux voir la diversité, comment ça se présente. Ah, il y a Expo 67, très intéressant, il y a pas mal de diversité, il y a ces pavillons, etc. Alors c'est un peu ça la diversité. Il faut aussi regarder un peu en arrière des années 60. Au départ, même au Québec, notre société avant la Révolution tranquille, qui était pas mal ancrée sur la religion catholique, les grands penseurs de l'époque, comme par exemple le chanoine Lionel Roux, qui est mieux connu aujourd'hui pour la station du métro qui porte son nom, si vous avez déjà visité Montréal. À l'époque, il demandait à ses adeptes de ne pas aller dans les grandes villes. C'est dangereux, ces grandes villes. D'abord, il y a des prostituées, et encore pire, il y a des juifs. C'est ça qu'il a dit. C'était pas antisémite, by the way. J'étais invité à un débat au Montréal, ça fait une dizaine d'années. Donc, c'est pas d'antisémite, ça. C'est juste des petites phrases qu'il a dit quelque part. Ça ne reflétait pas la grande pensée de Chanoine Roux. C'était beaucoup plus... et c'est compliqué, il disait à l'époque. Parce que tout le monde était antisémite. Alors, il n'était pas antisémite parce que tout le reste du monde était antisémite. Un peu ça, l'argumentation pour défendre les prises de position. Alors,
avait des révolutions démographiques dans beaucoup de parties du monde, et au Canada, une très grande révolution démographique. En fait, le monde est venu au Canada tranquillement, d'abord, avec les changements dans notre politique d'immigration, fin des années 60, au début des années 70. Le monde est venu au Canada. Et quand je dis le monde, je dis le monde autre que l'Europe. Parce qu'effectivement, il y a une immigration largement européenne qui est venue au Canada durant les premières 50 ans du 20e siècle, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'aux fin des années 60-70, où on a vu une expansion, un élargissement des bassins ou pays sources de notre immigration qui venaient largement des pays non européens. Ceci a fait que, comme résultat, une vaste transformation de la composition de la population, du visage du pays, surtout dans les grandes villes, qui devenaient de plus en plus méconnaissables d'une décennie à l'autre pour ceux et celles qui vivaient toujours la nostalgie des années 60 ou 50, etc. Et entrer dans les grandes villes, effectivement, c'est tout à fait différent de ce que ça a été dans les années 60. Et au départ, ça a changé d'une décennie à l'autre, mais là, ça commence à changer d'une année à l'autre. On voit de plus en plus de diversité dans la composition de la population. Il fallait trouver une façon pour que cette immigration soit aussi au bénéfice de la population francophone du Canada. Parce que jusqu'aux années 60, et d'abord avec les constatations des commissaires de la commission B&B, on a identifié la situation où les immigrants, même dans ma ville natale de Montréal, je ne sais pas mentionné, je suis Montréalais pur laine, si vous n'avez pas remarqué. Ou Montréalais de souche, parfois je me dis Montréalais de souche. Mais on a constaté qu'il y avait une situation qu'il fallait solutionner, c'est-à-dire le fait que la grande majorité des immigrants qui venaient au Canada sont allés dans les écoles anglophones à travers le Canada et à Montréal aussi, et d'ailleurs en Estrie et en Outaouais, en Gatineau. Alors, il fallait trouver une solution, mais les commissions n'ont vraiment pas proposé de solution, qui fait que c'est le gouvernement du Québec, dans les années 70, qui a dit que non, il faut trouver une formule pour attirer d'abord les immigrants francophones au Québec, d'une part, et d'autre part, comme on sait dans la Charte de la langue française, obliger les nouveaux arrivants à aller aux écoles francophones. Moi, je suis en passant favorable à cette loi, qui ne me rend pas toujours le personne le plus populaire auprès de mes compatriotes anglophones, mais je pense que la loi est nécessaire, une formule était nécessaire pour que les nouveaux arrivants apprennent le français, et justement, il y avait ces deux options où il y avait l'immersion en français dans les écoles anglophones, qui a beaucoup progressé, et je pense que cette progression aussi due au fait qu'il y a la Charte de la langue française en place pour que les nouveaux arrivants soient obligés d'aller à l'école française à partir de l'adoption de la loi en 1977. Ceci dit, je suis contre qu'on enlève le high dans l'accueil des clients dans nos magasins de détail. On se limite à bonjour et non à high, qui me rend moins populaire avec certains de mes compatriotes francophones qui pensent qu'il ne faut pas dire hi ou hello, il faut juste dire bonjour quand on accueille des gens dans les magasins de Montréal. C'est un problème pour les touristes américains, en passant. Mais ce n'est pas le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Mais il fallait faire ça, et en 1978, il y avait une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, une entente Carlet-Couture, qui fait que le Québec avait le pouvoir de sélectionner dans la catégorie d'immigrants économiques des nouveaux arrivants, et ils ont tenté d'identifier les immigrants qui étaient capables de parler le français. Sinon, de pays francophones, d'autres pays où justement on pouvait, avec le processus d'intégration, s'assurer qu'il y a une francisation des nouveaux arrivants. Et pas mal de progrès a été fait à cet égard. Mais dans le reste du Canada, il y a toujours eu un besoin de voir comment l'immigration pouvait aider les communautés francophones. Parce que c'était facile à constater, avec les taux de natalité en diminution, que la source principale de la croissance de la population, non seulement la population dans son ensemble, mais des communautés aussi à l'intérieur de notre grand ensemble, c'était l'immigration. Alors,
c'est important pour trouver des moyens d'attirer les immigrants issus des pays de la francophonie vers les communautés francophones hors Québec. Je me rappelle que notre commissaire aux langues officielles, Diane Lagan, à l'époque, a commandé une large étude sur l'immigration et la vitalité des minorités linguistiques. J'ai été très, très privilégié, honoré qu'elle m'a demandé de faire cette étude et ça m'a permis de visiter pas mal de communautés francophones à travers le pays pour voir comment on pouvait les aider à attirer les francophones vers leur communauté et à pratiquer une forme d'intégration qui faisait en sorte que ces personnes pouvaient aussi s'identifier avec ces communautés, qui était difficile à l'époque parce qu'il n'y avait pas dans plusieurs de ces communautés diversité qui est parfois un élément qui attire les communautés envers d'autres communautés, c'est-à-dire des gens issus de divers pays de la francophonie pour qu'ils s'installent dans une communauté où il n'y a pas des personnes avec qui partager des références culturelles, ça peut rendre plus difficile la tâche de l'accueil et de l'intégration. Mais j'ai quand même eu cette chance grâce à Mme Adam, que je crois penser qu'un anglophone, parce que vous avez peut-être remarqué que je suis anglophone, pourrait être capable de convaincre des autres décideurs anglophones que ceci était nécessaire. J'ai toujours l'impression, même s'il ne m'a pas dit explicitement que c'est la raison pour laquelle elle m'a choisi pour le faire, que c'était ça en fait la justification, l'idée derrière le choix qu'elle a fait. À cette époque, il y avait une volonté, je dirais, une volonté importante auprès de nos décideurs de supporter, d'appuyer cette initiative et de mettre des ressources en place dans les communautés francophones au Québec pour permettre l'accueil des nouveaux arrivants. Alors, pas mal d'adaptations. Après ça, Statistique Canada a déjà aussi suivi cette évolution et les questions qui portaient sur la singularité de nos identités. Là, on a fait des transformations. On peut s'identifier de manière multiple. Vous allez peut-être penser que si vous avez, et vous avez tous rempli sûrement le recensement, sauf peut-être à cette époque où M. Harper a dit que ce n'était pas obligatoire. Peut-être quelques-uns d'entre vous ont décidé d'échapper cette. Je sais que quand on est mal chanceux, on est dans une de ces 5 maisons, il reçoit le formulaire qui est beaucoup plus long, de long form, comme on dit. Peut-être c'est un peu plus ardueux, mais pour la plupart, vous allez peut-être penser, les gens pensent, parce que quand on voit les résultats du recensement, on voit, par exemple, langue maternelle, langue par la maison, ou première langue officielle appris et parlée, j'aime pas l'acronyme, là, première langue officielle parlée, c'est ça? Ah. En anglais, ça sonne très, très mal. Mais on peut avoir l'impression qu'il y a plusieurs options. Quand on voit les résultats, on voit d'abord francophone, on voit francophone et anglophone, français et anglais, je veux dire, français, anglais et autres langues, français, anglais, autres langues, c'est ça, français, anglais, autres langues, français, langue non officielle, anglais, langue non officielle, c'est ça que j'ai oublié, et français ou anglais, et langue non officielle. Alors, on voit plusieurs de ces options, et Statistique Canada, quand ils présentent les résultats, on voit ces combinaisons aussi, le nombre des personnes qui font les combinaisons ou les identités multiples. Alors, on a l'impression qu'il y a 5-6 choix sur le recensement, mais il n'y a pas. Il y a juste français, anglais, langue non officielle. Si vous cochez 2, vous êtes français-anglais ou français-langue non officielle. Si vous cochez 3, vous avez les 3. Mais quand on voit les résultats, on voit toutes les possibilités. Mais Statistique Canada n'encourage pas les gens qui remplissent le formulaire à cocher plus qu'à droite, contrairement aux questions qui portent sur les origines ethniques, où on est encouragé dans le questionnaire à cocher jusqu'à 4 boîtes, ou remplir 4 réponses. Là, on ne voit pas, parce qu'on est un peu toujours dans cette singularité aussi, en termes d'identifier le degré des ressources qui sont nécessaires pour chaque groupe. On ne veut pas encourager les réponses multiples parce qu'on ne sait pas comment traiter ces réponses. Justement, Statistique Canada traite ces réponses en divisant en moitié, apportionner 50% aux francophones et 50% aux anglophones, qui n'est pas nécessairement une science parfaite. Mais c'est la raison pour laquelle Statistique Canada est peu hésitant à encourager les gens à remplir ou cocher 2-3 boîtes. Alors, le résultat ne reflète pas nécessairement la réalité identitaire en termes de cette caractéristique de multiplicité des identités linguistiques ou autres
On ne voit pas non plus dans la question sur la religion. On peut cocher ou non à cocher de voix, même si ma femme aurait pu cocher catholique et juif. Si elle savait que. Mais là, on nous en fait, c'est catholique. Parce qu'il n'y a pas cette mixité. Il faut dire aussi que quand j'ai mentionné tantôt que la mixité n'était pas populaire aux années 60, j'ai oublié, c'est dans mes notes, je voulais justement ajouter ça. Vous allez peut-être se rappeler qu'on décourageait les mariages entre différents groupes. Alors, il y a un sondage, j'ai vu ça la semaine passée, un sondage Gallup de 1967. On demandait à la population du Canada, est-ce que vous êtes favorable, est-ce que vous êtes pour ou contre un mariage entre un catholique et un protestant? 33% de la population, 4% étaient contre, un tiers, contre un mariage entre un catholique et un protestant. Contre un mariage entre un catholique et un juif, oh là là, on est vert. C'était à peu près 50%. Contre, c'était protestant et juif aussi très élevé. Un mariage entre blanc et non blanc, c'est comme 70% contre. Un sondage récent que mon organisme a effectué montre une tendance heureusement à l'envers à cet égard, beaucoup plus prometteur pour notre société, au moins au Canada. Et heureusement, il y a cette mixité pour laquelle beaucoup de gens sont beaucoup plus à l'aise, mais il demeure qu'il y a des gens qui ont très peur de la mixité et de la diversité. Cette peur se reflète, je dirais, dans de nombreux endroits au pays et il ne faut pas être diminué malgré l'ouverture à la mixité, à la diversité et l'identité multiple. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de cette peur qu'a la population de la différence. Parfois, on a l'impression que c'est plus présent en Europe ou c'est plus présent ailleurs aux États-Unis. On était très surpris du degré de cette peur qui faisait qu'un président comme Donald Trump, un grand intellectuel, écrit des belles lettres aux présidents des autres pays. Hey, mon chum, là, hey, il faut faire les choses autrement. C'est le style de lettre. Non, mais on ne va pas, pour les fins de cette controversie, on ne va pas aller dans cette direction. Mais tout ceci pour souligner le fait qu'il y a pas mal de peur de l'autre, peur de la différence qui existe et il ne faut pas sous-estimer son impact sur notre société. Je dirais même que présentement, au Canada et ailleurs, il y a une bataille qui se fait entre ceux qui ont peur de la différence et ceux qui font la promotion de la différence et qui soulignent le fait que la différence et la diversité nous enrichit, et d'autres qui disent que la singularité les rend plus à l'aise et plus confortables. Alors, c'est une bataille qui continue et espérons pour la prochaine génération que ça va aller dans le sens de ceux qui font la promotion et soulignent l'importance et la richesse de notre diversité. Là, je vais aller parler de personnes qui étaient ici récemment. Une de mes compatriotes au Québec, dénommée Denise Bombardier. Vous avez peut-être vu récemment que Mme Bombardier a prononcé ce que je dirais, disait peut-être, je ne veux pas être trop dur, était une virtuelle sentence de mort quant à la situation des francophones hors Québec. Elle disait que les francophones hors Québec, c'est en disparition. C'est fini. Et là, quand elle a vu la réaction du reste du Canada, c'est-à-dire des francophones hors Québec, au Québec, on appelle les francophones qui habitent à l'extérieur du Québec les francophones hors Québec. Quand on parle des anglophones comme moi présentement, je suis dans le reste du Canada. C'est-à-dire, si on est anglophone, on est dans le reste du Canada. Si on est francophone, on est hors Québec. Aujourd'hui, je me sens hors Québec. Ça m'arrive parce que ça dépend de quelle partie de ma personnalité domine. Aujourd'hui, je me sens plus francophone, alors je suis hors Québec, hors de ma patrie. Mais quand je me sens anglophone, pour mes collègues au Québec francophones, je suis dans le reste du Canada. On dit ça, Denise Bombardier, j'ai trouvé quelque chose, j'ai suivi un peu la controverse, et j'imagine que certains d'entre vous, ont peut-être suivi un peu la controverse qu'elle a soulevée Denise Bombardier en parlant de sort inévitable, la disparition des francophones hors Québec. Et quand elle parlait de Manitoba, elle a dit qu'il y avait 16 000 francophones à Manitoba. 16 000, c'est le chiffre magique qu'elle a évoqué à de nombreuses reprises. Pourtant, des personnes avec lesquelles elle a fait cet échange en Manitoba insistaient qu'il y avait 39 000 francophones.
Maintenant, elle regarde un aspect du recensement qui est une question qui porte sur la langue parlée à la maison. Et le 16 000 est le chiffre, effectivement, qui parle de ces francophones qui parlent uniquement le français à la maison. Si vous parlez français et créole à la maison, vous ne comptez pas dans le 16 000. Si vous parlez français et n'importe quelle autre langue africaine ou langue de l'Afrique du Nord, arabe, vous n'êtes pas dans le 16 000. Alors, marquez-les constamment 16 000, 16 000. Pour les jeunes issus de Manitoba avec lesquels elle fait l'échange, le 39 000, c'est plus large. C'est les personnes qui parlent français et anglais à la maison, c'est les personnes qui parlent français et langue officielle, c'est même des personnes qui parlent peut-être 3 langues à la maison, etc. C'est le plus large comme définition. Ils utilisent la première langue officielle parlée, c'est-à-dire il y a beaucoup d'allophones qui parlent français comme leur première langue officielle, qui aussi sont comptés dans le 39 000. Alors, un écart de 23 000 entre le 16 000 et le 39 000. 26 000, j'ai dit 26 000. 23 000. 23 000, je posais des démographes, je le fais. 23 000, c'est important parce que ce qui sous-entend ce genre de discussion ou de débat est la question de qui est francophone. Qui est francophone? Alors, dans le logique, dite logique de Mme Bombardier, des personnes comme mon épouse, née au Maroc, francophone, sûrement était au lycée française au Maroc, mais comme ses parents venaient de côté espagnol, du Kazakh, la première langue qu'elle a appris et qu'elle comprend toujours, c'est l'espagnol, qui est très utile en passant, mais c'est une autre question. Mais elle est française. Elle est française et sa mère a la citoyenneté française. Mais dans le calcul de Mme Bombardier, elle ne compte pas nécessairement comme francophone. Dans le calcul de Mme Bombardier, les francophones issus de l'Afrique, ou de l'Afrique et l'Afrique du Nord, ne comptent pas nécessairement dans ce qu'elle constate des francophones. Je dirais que cette définition non inclusive, mais exclusive et limitée, a plus tendance à vouer à la diminution, non pas à la disparition, mais la diminution de la réalité francophone au Canada. Et non seulement à l'extérieur du Québec, mais à l'intérieur du Québec. Pourtant, ces mêmes personnes, Mme Bombardier et pas mal de ses collègues, le journal que je ne vais pas mentionner, qui est à Montréal, un journal à Montréal, prétendent être les premiers défenseurs de la langue française. Le premier défenseur, le plus important défenseur, alors on est prêt à lui tout pardonner. Même si, à la limite, leur vision des choses a tendance à nuire plus à l'avenir du français. Et comme j'ai dit, et je le répète, pas juste à l'extérieur du Québec, mais à l'intérieur du Québec. Parce que ça exclut des personnes de diverses communautés qui valorisent et utilisent le français régulièrement dans leur vie, et chez eux, parfois avec d'autres langues, mais sont quand même des francophones. Si je suis la logique de Mme Bombardier et d'autres personnes, je connais quelqu'un qui a parlé, qui a appris d'abord comme langue maternelle, c'est-à-dire langue première, le créole. Le créole. Alors, elle est allophone, mais je considère cette madame francophone. C'était notre ex-gouverneur général du Canada, Michael Jean. Est-ce qu'on va dire parce que Michael Jean a appris le créole d'abord, elle est allophone, pas francophone, est-ce qu'elle parle plus souvent le français à la maison? Oui, uniquement. Est-ce qu'elle peut-être elle utilise quelques mots de créole aussi? Est-ce qu'on va commencer à faire ce genre d'identification des francophones ou autres? Je pense que c'est une très mauvaise approche pour l'avenir de la langue française et de la francophonie, ici et ailleurs. Permettez-moi que j'ai quand même... j'ai eu un débat, je vais partager rapidement une anecdote et revenir sur le sujet. J'ai eu une occasion de présenter devant une commission parlementaire des positions sur les questions d'identité. Ça fait peut-être une dizaine d'années. J'étais invité avec une personne pour s'asseoir au même table que ce monsieur. Il s'appelait Charles Castonguay, c'est un mathématicien démocrate. Je ne m'entends pas avec lui, pour être honnête. Je m'entends même très mal avec ce monsieur. Au départ, j'hésitais beaucoup à me présenter avec lui sur le même table, si on veut.
de ces audiences. Et j'ai dit que j'ai justement refusé de le faire parce qu'il me a tendance à ne pas se comporter, dire ça, mais dignement. Ça devient très personnel, l'échange, et je préfère ne pas entrer dans ce genre de débat. Mais je me suis retrouvé là avec lui. Et à ma très grande surprise, il commençait à citer certaines de mes études. Il dit, regarde, Jack, tu dois remarquer que le taux d'assimilation des francophones au Québec était à un pourcentage assez élevé. Il disait que la solution à tout ça, c'est pas que de ne pas encourager les immigrants qui parlent français à aller dans les autres parties du Canada, mais de les tous encourager à s'installer au Québec. C'est un peu ça la conclusion qu'il a tirée en me citant. J'étais vraiment surpris, mais j'ai dit que j'étais flatté. Quelque part, j'étais flatté parce que c'est la rare fois qu'ils me citent et disent que tout ce que je dis était correct, les chiffres sont corrects, tout ça. Alors, immédiatement, je dis d'abord, M. Cartré, je suis extrêmement flatté que vous me citez de cette façon et que vous disiez que toutes mes études sont fiables, parce que ce n'est pas toujours ce que vous dites. Mais permettez-moi de suivre votre logique, de certaines logiques. Dans votre logique, les francophones devraient s'installer, les francophones immigrants devraient idéalement s'installer au Québec. Alors, les immigrants anglophones, si je suis votre logique, devraient s'installer à l'extérieur du Québec. Alors, pourquoi pas les anglophones de Gatineau ne déménagent pas vers Ottawa? Si on suit la même logique, si vous êtes anglophone, vous êtes au Québec, c'est-à-dire Gatineau, vous êtes peut-être mieux à déménager à Ottawa. Et, sur le même plan d'idée, si vous êtes francophone à Ottawa, est-ce que c'est peut-être mieux de déménager à Gatineau? Non, pourquoi pas? Alors, on suit la logique. Si les immigrants devraient tous s'installer au Québec, les immigrants anglophones à l'extérieur du Québec, pourquoi pas les non-immigrants? Les non-immigrants qui habitent respectivement à Gatineau, Ottawa, anglophones, ne devraient pas déménager. J'ai dit, non, je propose ça parce que c'était déjà testé à Bosnie avec des résultats, je dirais, terribles. Ce genre de transfert de population a été déjà testé dans d'autres endroits. Et les résultats, je dirais, n'étaient pas très bons. Mais quand il a entendu ça, il a reculé sur la position qu'il a prise. J'étais très heureux d'entendre ça aussi. Je dis, non, je suis content que vous reculez de ce genre de logique. Parce qu'à la limite, ce genre de mixité, c'est aussi inévitable. Et il faut conjuguer avec cette mixité. Il y a des manières de le faire, mais c'est inévitable. La singularité, dans mon esprit, dans un pays comme le Canada, c'est fini. C'est fini la singularité. Ce n'est pas la voie de l'avenir pour le Canada. Mais il faut conjuguer avec. Et moi, je trouve, pour qu'il y ait la population anglophone qui parle français, et je suis très, très déçu, je l'ai répété à de nombreuses reprises, sur plusieurs plateformes, je suis extrêmement déçu du degré auquel les anglophones du reste du Canada, du reste du Canada, sont bilingues. Je suis très, 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 très déçu. Je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Mais je pense que le fait qu'il y a tellement de personnes à travers le monde qui parlent le français comme deuxième langue, c'est une force pour le français. C'est une force. Plus qu'on a des gens qui parlent, d'abord, naturellement, comme première langue et aussi comme deuxième langue, ça renforce l'importance du français. Comme la langue qui compétitionne sur le scène international. Alors, je ne pense pas que c'est bon de pousser ceux et celles qui désirent apprendre le français, qui sont anglophones comme langue seconde, de ne pas le faire. Parce qu'ils vont choisir d'autres langues et je pense que c'est mieux s'ils choisissent le français, notamment le secondaire. Je vais terminer sur 2-3 observations. J'ai regardé les données de Statistique Canada de notre recensement 2016 sur la population francophone de plusieurs villes, Edmonton, Ottawa, Vancouver et Toronto. Edmonton, je vais partager quelques chiffres avant de faire la lecture, avant de faire des remarques de lecture. Selon le recensement de 2016, francophones, immigrants et leurs enfants sont presque 1 sur 4. 1 sur 4 francophones à Edmonton sont immigrants ou enfants d'immigrants. C'est-à-dire les gens issus de la deuxième génération.
c'est des gens nés au Canada. En passant, je sais qu'en France, la deuxième génération, on parle d'immigrants de deuxième génération en France. Moi, je dis, il n'y a pas d'immigrants de deuxième génération. C'est des gens nés, nés dans le pays. Ce pas des immigrants. Oui, oui, c'est des immigrants de deuxième génération. Donc, c'est pourquoi j'ai beaucoup de difficultés quand je suis en France. Il y a des immigrants de la troisième génération en France. Il y a des immigrations de troisième génération. Non, mais ça, c'est très difficile de se comprendre sur ce genre. Mais, en tout cas, moi, je fais l'amalgame, immigrants et leurs enfants. Ça représente 25%, 1 sur 4, francophones en Edmonton. 15% des francophones d'Edmonton sont issus d'une minorité visible et ça, c'est la définition, j'utilise la définition Bombardier, c'est-à-dire la définition limitative des francophones. Et même avec la définition limitative, 15% de la population francophone d'Edmonton est issue des minorités visibles. Mais chez les moins de 18 ans, des francophones par langue maternelle, 46% des francophones sont immigrants ou enfants d'immigrants. Comparé à c'est ça, 17, bon, minorité, c'est ça. Comparé à 17% pour la population francophone d'Edmonton qui a 65 ans et plus. 46%, il faut se rappeler de ces chiffres parce que, bon, je vais partager quelques autres chiffres. 46% sont de moins de 18 ans, francophones, sont immigrants ou enfants d'immigrants à Edmonton. Comparé à 17% qui a 65 ans et plus. Minorité visible francophone, moins de 18 ans Edmonton, 41% de la population francophone d'Edmonton, langue maternelle français, sont issus des minorités visibles ou s'identifient avec une minorité visible. Comparé à la population de 65 ans et plus, francophone d'Edmonton, devinez 1,5%. 1,5%. C'est un écart important, 41%, 1,5%. Alors, on continue. Et ça, c'est si j'emploie comme j'ai une définition minimale, c'est-à-dire quand j'exclus ceux qui se définissent comme anglais, français ou anglais langue non officielle, j'inclus ça, on a un portrait aussi beaucoup plus diversifié de la communauté francophone d'Edmonton, mais un écart générationnel extrêmement important. Extrêmement important. À Ottawa, le profil est relativement similaire. Prenons la ville rouge de Toronto. Ville rouge de Toronto? C'est la ville rouge. Qui selon le recensement de 2016, là je donne les chiffres réels, il y a 5 460 francophones par langue maternelle de moins de 18 ans, comparé à 5 280 qui ne s'identifient pas avec la minorité, c'est-à-dire 5 460 francophones de Toronto de moins de 18 ans s'identifient avec une minorité visible, sont plus nombreux que les francophones de Toronto moins de 18 ans qui ne s'identifient pas avec une minorité visible. Par contre, chez les 65 ans et plus, 1195 personnes sont issues des minorités visibles, comparé à 9860 qui ne sont pas, qui ne s'identifient pas avec une minorité visible, c'est-à-dire 10%. Alors, chez les moins de 18 ans, les francophones issus des minorités visibles ne sont pas minorités, sont majoritaires. Mais chez les personnes 65 ans et plus, c'est 10%. Effectivement, ce genre de chiffres risque de faire peur à certaines personnes qui ont une vision de leur communauté qui est plus dans le monde singulier, de la singularité. Mais la réalité, c'est que si la tendance se maintient, comme d'ailleurs mon collègue Bernard Droit parfois dire dans les élections, si la tendance se maintient, il dit plus ça dans les élections, la diversité de la population francophone de ces grandes villes va progresser. Et c'est inévitable. Inévitable. Il n'y a pas de retour en arrière. Alors il faut en profiter de cette richesse qui est apportée par cette contribution de la francophonie mondiale à laquelle nous appartenons à la francophonie. Moi, je me considère un membre de la francophonie mondiale. Au moins 30% de ma personne. 30%. Et 30 personnes aussi, parce qu'il y a la famille de ma femme, c'est 30 personnes, alors ils sont tous des membres de la francophonie mondiale. Mes enfants, 50% francophonie mondiale, 50% pas l'anglophonie mondiale nécessairement. Je ne sais pas si c'est l'anglophonie mondiale. Mais la langue française dans le monde, pour en terminer, 747 millions, projection d'ici 2070, le français compte pas moins de 300 millions de locateurs dans le monde.
un chiffre en progression de 10% depuis 2014, qui en fait la 5e langue le plus parlée après le chinois, avec le mandarin en fait, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Un rapport publié l'automne dernier par l'Organisation internationale de la francophonie rappelle d'ailleurs qu'il est la langue officielle de 32 États et gouvernements, pas seulement de l'Union, par défaut. Elle ne va pas comptabiliser certains de ces pays comme pays francophones si ce n'est pas la première langue de ces pays, j'imagine. En terminant, si nous les francophones, et oui, nous les francophones, désirons aller de l'avant et demeurer vital, c'est le mot-clé dans nos discussions autour de notre acte des langues officielles. Si nous désirons demeurer vital au moment où nos enfants marquent le centenaire de l'acte des langues officielles, il va falloir opter pour l'inclusion. Il va falloir constater que la diversité nous enrichit et ne diminue pas, contrairement à ce que nos ancêtres ont dit dans les années 60. La diversité est beaucoup plus présente qu'il était lors de l'Expo 67. Beaucoup plus présente. On vit avec la diversité, même si certaines refusent de le faire. Une définition inclusive est nécessaire. L'alternative minimaliste et étroite de déterminer qui est francophone n'est pas beau et mettra sûrement en risque notre avenir en tant que francophone et en tant que Canadien. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir offert cette occasion. Alors, merci beaucoup. On est un peu en retard sur l'horaire, alors on va prendre peut-être un maximum de 10 minutes pour questions et réponses. Ça vous convient? Alors, on parle de chrono maintenant. Questions, commentaires? Oui? Je ne pense pas avoir besoin du micro. Je vous entends, ça va. Vous m'entendez? Oui, on s'entend bien. Parfait. J'ai bien aimé votre intervention sur la mixité et les identités culturelles et ethniques multiples. Ma question, c'est sur le lien entre une francophonie identitaire inclusive et certaines visions de pureté de la langue. Donc, pureté culturelle versus purisme linguistique. Oui. Oui, j'ai vu Mme Bombardier sans donner trop d'importance à Mme Bombardier. Elle fait souvent référence à la façon dont les personnes s'expriment en français, la qualité de la langue. Elle donnait l'exemple de Chiac, au Nouveau-Brunswick, elle dit qu'il n'est pas le français. Je pense que moi j'entends pas mal de gens en passant issus de la France ou même de l'Afrique du Nord dans ma famille, qui ont aussi des constats à faire par rapport à la qualité de la langue française au Québec. Je trouve paradoxal pour l'une et pour l'autre. Certaines peuvent aussi faire des remarques, je dirais, péjoratives par rapport à la façon dont les Québécois francophones parlent français, pendant que des Québécois francophones font des remarques péjoratives par rapport à la façon dont d'autres personnes parlent français. Ceci n'est pas surprenant nécessairement. Ça existe même dans d'autres communautés ou groupes linguistiques qui évaluent la qualité. Et c'est vrai que la qualité peut être différente d'une partie du pays à l'autre, dépendant de degré d'interaction avec d'autres langues. Parce que les langues, la notion de pureté d'une langue risque de créer certains intégrismes, même si je suis de l'avis, comme beaucoup d'autres personnes, que ce soit le français ou d'autres langues, c'est important de donner à nos concitoyennes, à nos enfants, les outils pour les permettre d'exprimer de la meilleure manière possible. Mais il y a des réalités, il y a des évolutions dans les langues qu'il faut aussi tenir en compte. Et au lieu de juger ou d'insulter des personnes par rapport à leur capacité de parler la langue, c'est mieux de les aider en les donnant les outils pour s'améliorer. Et aujourd'hui, c'est incroyable les technologies qui existent pour aider les personnes à améliorer leur façon de parler diverses langues. J'ai une équipe dans mon bureau qui passe leur temps sur Google Translate, là, parce qu'on organise des conférences aux États-Unis. On a une conférence qu'on organise à San Diego d'ici une dizaine de jours, 2 semaines.
et il regarde Google Translate en espagnol, right, pour faire la traduction et pour voir, il y a quelqu'un de mon groupe qui est capable de parler espagnol, alors elle corrige. Mais il y a, c'était peut-être un mauvais exemple, mais il y a pas mal d'outils aujourd'hui. Les technologies peuvent beaucoup nous aider à aider les gens à améliorer leur capacité de communiquer en français et en d'autres langues. Merci. Quelqu'un d'autre? Alors, merci pour cette communication. J'ai trouvé fort intéressante et qui a débuté sur les chapeaux de roue, puisque vous avez donné, par exemple, la région du Lac-Saint-Jean, et peut-être d'autres régions auraient pu être mieux servir votre propos, puisque au Lac-Saint-Jean, il y a de fortes communautés autochtones, j'en sais quelque chose, puisqu'il y en a qui ont intégré dans ma famille large, où j'étais probablement, où je suis demeure, étant donné la couleur de ma peau, le plus pâle, le départ. Mais ce que je voulais dire aussi là-dedans, c'est que si on regarde, par exemple, ou si on remonte jusqu'à 60, 70 ans, est-ce vraiment suffisant? Je veux dire par là, dans l'Ouest ici, on le sait très bien comme ailleurs en Amérique, les francophones sont partis de la vallée laurentienne et dans un état d'esprit qui était celui d'une participation à une activité de traite. Mais à cette époque-là, un nombre considérable d'entre eux ont épousé justement des gens qu'on pourrait dire de la diversité pour qu'ils deviennent des franco-cris, des franco-dénés, des franco-pieds noirs, des franco-assiniboines et même des franco-iroquois dans la région ici de Grande Prairie. Donc, face à eux, il n'y avait pas véritablement de barrières. Les barrières vont venir, on le sait, plus tard, au moment de la colonisation. Et je vais arriver à ma question, c'est que, non, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites. Et que, je suis en train de les perdre, non, mais je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, parce que oui, il y a une fermeture. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, on disait entre nous, c'est plus difficile d'entrer à McGill si t'es francophone qu'un chameau passé par le choix d'une aiguille. Il y avait des tensions, il y avait véritablement des tensions. Cela étant, moi, ce que je regarde, c'est le paysage linguistique. Et c'est vrai qu'on est des communautés multiples. Mais lui, le paysage linguistique, il est le reflet, non pas de la diversité, il est le reflet d'une très grande communauté qui, elle, n'a pas tendance à vouloir changer. Et je veux dire, ici dans l'Ouest, il y a une uniformité. Par exemple, au niveau des génériques des toponymes, 0,4% sont dans une langue autre que l'anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un message puissant là, qui se maintient. Voilà. Non, et je pense que je répète ce que j'ai dit. Je comprends qu'il y a des gens qui ont peur du changement. C'est la vérité partout au monde. C'est la vérité dans les villes, dans les villages, qui désirent préserver un certain statu quo, certaines vies dans une certaine nostalgie. Mais la réalité, c'est qu'il faut conjuguer avec cette diversité. Il faut vivre, on va vivre avec cette diversité, notamment dans les grandes villes. On vit avec cette diversité. Il faut conjuguer avec, il faut trouver des moyens de profiter de la richesse de cette diversité. Est-ce que ça peut être menaçant pour certains? Oui, mais le risque de s'enfermer et de limiter le contact et de ne pas accepter de changer, de refuser de changer, je pense que ce risque est beaucoup plus important que l'alternative. C'est-à-dire, il faut prendre le pari de la diversité. Il faut incorporer les gens issus de cette diversité dans les communautés francophones quand ils sont présents à Edmonton, Toronto, Ottawa. Le contraire, je pense, est destructif pour les communautés francophones. Comme d'ailleurs, c'est destructif pour beaucoup d'autres communautés qui refusent d'accepter cette diversité dans le monde. Et rejeter ces personnes risque de les employer dans des groupes extérieurs de votre communauté. Aussi, moi, je ne suis pas d'avis que les identités sont inévitablement en compétition. Parce qu'il y a aussi une école de pensée qui prétend que toutes les identités, ultimement, c'est une question des choix, sont tous en compétition. Tandis que je pense qu'on peut s'identifier avec multiples formes ou marqueurs de ce qui nous sommes, sans que ça soit en compétition. Moi, je ne vois aucune compétition entre le fait d'être juif et d'être canadien. Moi, je ne vois aucune compétition, concurrence entre le fait d'être musulman et d'être canadien. Et je me bats contre ceux qui prétendent qu'il y a ce conflit. Je me bats régulièrement dans ma province, dans ma patrie
le Québec. Je me bats régulièrement contre cette idée qui est très répandue et qui était destructive pour notre société, malgré le fait que nos élus et beaucoup de nos intellectuels sont tous en train de célébrer un loi que je trouve ultimement, même si ils trouvent ça très symboliquement puissant pour eux, d'avoir introduit une loi qui limite le portée des signes religieux, mais ultimement, pour la prochaine génération, je pense que c'est très très mauvais. Et je ne vais pas, arrêter de me combattre contre ce genre de discrimination. Alors, je vais prendre une dernière question parce que le temps file. Alors, on me pointe dans ce coin-là. Bon, je vais revenir un peu sur la question de Mme Bombard. Les droits linguistiques pour en finir avec les mythes. C'est un très bon livre, Frédéric Bérard. Et lui démontre justement que depuis, par exemple, la Charte des droits et libertés, les Québécois ont combattu toutes les lois qui voulaient faire avancer la langue française à l'extérieur du Québec, mais aussi au Québec. Et donc, on continue à maintenir un discours qui est anti-francophone au Québec. Et puis, on le voit en fait récemment par exemple, quand le Québec défend, et majoritairement défend, quand le Québec défend majoritairement le projet de loi 21, c'est un autre signe justement que le Québec se renferme sur soi, ne pense qu'à lui-même et ne défend jamais, et je dis jamais, c'est Frédéric Bérard qui le dit dans toute une série d'études, et qui a même un préjudice de la Cour suprême envers les francophones hors Québec et au Québec. Et donc, comment est-ce qu'on peut arriver un jour à travailler avec le Québec dans un discours qui aide toute la population canadienne et qui défend justement cette idée, non pas seulement de mixité, mais qu'il y a au pays, en fait, une multiplicité de personnes dont le fondement est axé sur les francophones et les anglophones. C'est une question qui mérite une plus longue réponse. Mais moi, je suis d'avis que les Québécois, moi je me considère Québécois, on est un peuple de bonne volonté. Malgré tout ce qu'on voit, malgré tout ce que je dis en termes de me battre contre ce genre de loi et contre d'autres choses que je considère des erreurs, j'ai toujours l'impression que pour la majorité de la population, j'ai eu la chance de voyager pas mal à travers le Québec, c'est des gens de très bonne volonté. Alors, j'espère que dans l'avenir, si on a la capacité d'identifier des penseurs qui sont capables de communiquer et expliquer aux Québécois, regarde Gérard Bouchard, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais il était excellent dans les débats récents qu'on a eus sur ces questions. Il n'est pas exceptionnel, il y a d'autres. Il y a des périodes difficiles. Je pense qu'on passe à travers une période difficile. Et j'espère qu'on va se retrouver dans une meilleure période où le dialogue est plus propice. Permettez-moi un dernier commentaire sur Mme Bombardier, que vous avez dit être une petite joueur, et je parle des accords. Elle et d'autres analystes prétendent que les populations francophones à l'extérieur du Québec sont en diminution constante. Diminution au bord de disparition. Quand on regarde le recensement, pourtant, je viens de regarder, ça fait 72 heures, juste pour me rafraîchir un peu sur les résultats par rapport au nombre de francophones. Par langue maternelle, ici à Edmonton, en 2001, il y avait 21 300, maintenant il y a 26 400. À Toronto, il y avait 57 000 francophones en 2001, 63 000 en 2016. Et c'est la réalité à Vancouver, pas autant Vancouver, à Calgary, 15 000, maintenant 20 000. C'est vrai que ceci est en fonction aussi des Québécois francophones qui ont quitté le Québec pour s'installer ici, mais c'est aussi en fonction de l'immigration, c'est en fonction de variété de facteurs démographiques. Mais c'est quand même une croissance. Mais on veut absolument continuer à insister que non, ce n'est pas de croissance. Parce qu'on mesure par rapport à votre poids et non pas par rapport à votre avancement en termes de chiffres réels. Non, parce que votre poids diminue. C'est ça qui est le plus important.
quelque part, je trouve cette façon d'aborder les choses chez certains démocrates a une dimension idéologique plus qu'une dimension d'analyse réelle sur ce qui se passe sur le terrain. C'est juste un commentaire sur lequel je voulais terminer mon présentation. Alors, merci beaucoup. Alors, j'invite maintenant le doyen du Campus Saint-Jean. Non, en fait, on dit Skilata. J'invite Skilata qui va offrir un cadeau à notre invité. Alors, on va passer de l'autre côté pour aller écouter la chorale Saint-Jean. Et par la suite, lorsque ce sera terminé, je vous inviterai à vous déplacer vers la salle derrière ici pour le cocktail. Merci beaucoup. Ben oui, on va y voir. Je pense que voilà, c'est le côté. J'aimerais bien mettre devant un truc. On a un peu plus de respect pour voir un peu de bleu à ça. Oui, voilà. Je suis d'accord, c'est peut-être un Saint-Anthony. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la Chorale Saint-Jean.
un groupe que j'aime beaucoup. Je travaille avec eux depuis quelques années maintenant. Et on s'amuse à chanter de la musique d'ailleurs, mais aussi de la musique de chez nous. Et Marcel et Louis Desrochers, c'était des gens de chez nous qui aimaient beaucoup la chorale Saint-Jean, qui manquaient rarement un de nos concerts. Ils étaient toujours assis à la même place et on les appréciait beaucoup, beaucoup. Donc, merci à vous, la famille Desrochers, d'être là et de donner leur nom à cet institut. Et nous sommes ici ce soir pour en enregistrer ça. Donc, on va chanter 3 pièces. Le premier, c'est un Sanctus. On fait toute une variété de répertoire d'habitude, mais on aime beaucoup le chant sacré. Disons que 80% du chant choral et de la musique sacrée. Donc, nous allons faire un nouveau Sanctus qui vient juste de sortir d'un compositeur de la Nouvelle-Zélande, Richard Hobson. Et c'est à 5 voix et il y a un peu de filles dedans. Et c'est notre très chère Marie-Josée Ouimet qui va diriger le Sanctus. Et Laura Holly est au piano ce soir. On est très chanceux de l'avoir. Donc, soyez la bienvenue à ces personnes-là.
entamé son doctorat en direction chorale cette année. Donc, elle aura beaucoup de pratique dans les prochaines années. En fait, notre concert de printemps, au mois d'avril, sera le récital de doctorat de Marie-Josée. Donc, sauvez-le. Le 7 avril ou quelque chose comme ça, avec orchestre et chœur, ça sera sublime. Notre prochaine pièce est Esta Tierra d'un compositeur basque nommé Javier Busto, qui écrit de très très belles choses pour chorale. C'est mon opinion. J'espère que ça sera votre opinion après cette pièce-ci. Qui raconte un peu ne me cherchez pas haut dans les montagnes, ne me cherchez pas dans la mer, je suis une personne simple, cherchez-moi ici dans les prés avec les fleurs et où il y a des ponts au-dessus des ruisseaux, c'est là où je serai avec mon peuple. Esta tierra. de chez nous. Parlez-moi de France Levasseur lui-même. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà vu le film Les choristes?
Oui, un beau film français, chant choral, des jeunes chanteurs, une jeune chorale de Lyon. Je vais vous raconter rapidement l'histoire de cette pièce. J'étais à Lyon pendant mon congé sabbatique, mais à Paris. Et je préparais la tournée de la chorale Saint-Jean en France l'année suivante, en 2011, donc j'étais en 2010. J'ai eu l'idée folle que peut-être la chorale Saint-Jean pourrait faire un concert avec les choristes, avec les petits chanteurs de Saint-Marc, qui est la vraie chorale dans le film, pas les garçons qu'on voit à la caméra, là, mais le son. Qui sont devenus très fameux par après, ils donnent à peu près 100 spectacles par année maintenant. Donc j'ai écrit un courriel à M. Nicolas Porte, le directeur, et j'ai dit, écoutez, vous recevez sans doute beaucoup de demandes comme celle-ci, mais je dirige un chœur universitaire au Canada et on aimerait venir en France. Pensez-vous qu'il y aurait une possibilité de partager un concert, de collaborer? Et je lui ai envoyé quelques extraits de la chorale Saint-Jean d'enregistrement. Je m'attendais à ce que ça finisse là. Une demi-heure plus tard, il me répond « Ah, un chœur magnifique, oui, venez, on aimerait ça. » Donc il m'a dit « Venez à Lyon cette semaine et on pourrait parler un peu de notre collaboration. » Donc je lui ai joué quelques pièces, on s'est rencontrés à Lyon. Mais j'ai joué quelques pièces de France Levasseur-Ouimet, entre autres de son oratorio, sa grande suite, Elle s'appelait Marie. Il était bouche bée. Il a dit, mais c'est de la musique incroyable. Il dit, plus de cette dame-là, s'il vous plaît. Donc, il a dit, quand vous arrivez à Paris ce soir, demandez-lui, s'il vous plaît, d'écrire une pièce pour nous, les choristes, les petits chanteurs de Saint-Marc, et nous allons la chanter partout au monde. Dans les prochaines années, nous allons l'endisquer. Donc, parlez-moi et la prochaine pièce et le résultat de cette rencontre-là et de l'amour de cet homme-là pour la musique de notre très chère France Levasseur-Ouimet, la maman à Marie-Josée. Donc, voici Parlez-moi, composé pour les choristes, mais chanté par la chorale. Quelqu'un qui connaît bien la mer et son haleine salée.
faire ça. Ça, c'est la langue de chez nous. Donc, merci d'être venu à cet événement. Merci de votre dévouement au Temple Saint-Jean et à la chorale Saint-Jean. Le 7 décembre, c'est notre concert de Noël. Vous allez entendre des trompettes, des trombones, des percussions, timbales, orgue-à-tuyau, avec le Gloria de Rutter qui va faire rebondir les murs. Il y a ensuite beaucoup de belles musiques calmes aussi, des cantiques de Noël. Donc le 7 décembre à All Saints Anglican Cathedral à 19h30. Donc merci beaucoup, bonne soirée et je crois qu'on va se joindre à vous pour un petit goûter. Oui, merci Laurier. Tout le monde, on peut passer. Bonjour, comment vas-tu, Sarah? C'est plaisir de